qu'on n'a pas forcément le temps de faire, c'est tous ces petits à côté qui font la différence, à savoir faire attention à sa récupération, aller chez le kiné autant de fois qu'on en a besoin, aller en cryothérapie par exemple. Enfin voilà, faire tout bien à côté pour que le corps résiste aux blessures, assume la charge d'entraînement et ne nous lâche pas au milieu de l'aventure, quoi. Le fameux entraînement invisible. Tout à fait. C'est génial parce que là, tu nous déroules vraiment le tapis rouge parce que du coup, ça me permet de faire un clin d'œil à mes podcasts, à moi, cette fois-ci, où si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur comment s'entraîner, les différents points d'attention sur l'entraînement et notamment l'endurance, je vous invite à aller écouter le podcast de Nakan ou le podcast d'une de tes consoeurs, Léa, qui est le podcast de Fans, Oui. où on en parle beaucoup parce qu'elle elle se dirige doucement aussi vers sa fin de carrière. Elle a 10 ans de plus que toi et elle, je crois qu'elle a besoin aussi, voire même plus, de récupération, parce que pour ceux qui ont déjà fait un peu de sport, quand on vieillit, on se rend compte que on a besoin de beaucoup plus de récupération. Plus on a besoin de récupération, exactement. Comme je vous l'expliquais en intro, cette interview a été réalisée en 2 fois. Je vous laisse donc découvrir l'autre partie de l'interview. Je crois que nous avons une connaissance commune, Léa, qui est Fanza Félix, et elle se prépare pour le marathon olympique. Donc elle souhaiterait obtenir sa qualification pour le marathon olympique de Tokyo, qui se déroulera si je ne m'abuse, 6 août de l'année prochaine. Et elle me disait que pour pouvoir prétendre à cette qualification, il fallait qu'elle remplisse les minima européens avant le 29 février 2020. Donc ça veut dire que toi, tu sauras si tu es qualifié pour les JO un mois avant. Les marathoniens, eux, le savent le 29 février. Ouais, effectivement. Je n'avais pas connaissance de cette information. Après, ce qu'il faut dire, c'est que on a 2 ans pour se qualifier quand même pour les Jeux Olympiques. On avait aussi la saison donc 2019, on a aussi la saison 2020. Enfin, la moitié, une partie pour certains. Sauf que sur la saison 2019, les minima pour se qualifier directement sont vraiment extrêmement élevés et très 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 peu d'athlètes ont pu les réaliser. Donc voilà, on a une chance de le faire, mais elle est très 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 minime. Alors rapidement, on a un petit peu chamboulé le programme, mais est-ce que tu pourrais quand même revenir pour la partie athlétisme, enfin notamment pour ton sport, donc le 4x400, est-ce que tu pourrais nous rappeler quels sont les critères? Est-ce que c'est les critères du comité international olympique qui les fixe? Est-ce que c'est la fédération française d'athlétisme? Est-ce que c'est les clubs? Enfin, comment est-ce que ça marche en France? Alors, donc il faut déjà faire la différence entre le 400 mètres individuel et le relais 4x400 mètres. Donc moi, dans un premier temps, je vise une sélection dans le relais 4x400 mètres parce que c'est ce qui est le plus atteignable. Et donc, pour être qualifié, pour qualifier le relais, donc pas me qualifier moi, qualifier le relais, il faut que la France soit dans les 16 meilleurs mondiaux. Une fois que ça se sera fait, on sait que le relais français sera qualifié. Et ensuite, pour savoir qui courra dans le relais, la sélection se fera un mois avant, c'est-à-dire lors des championnats de France élite, là, qui seront donc des championnats individuels, où les sélectionneurs sélectionneront probablement les 6 meilleurs sur ce jour-là. Donc après, il y a toujours 2-3 échappatoires en cas de gros soucis sur une des meilleures, par exemple. Quasiment l'intégralité de la sélection va se faire à ce moment-là. Je me rappelle d'un de tes anciens podcasts, Barthélémy, où tu interviewais un kayakiste qui était en équipe, et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce schéma de qualification. C'est assez injuste quelque part, puisque c'est l'équipe qui se qualifie et puis après on va prendre juste les meilleurs, et encore on n'est pas certain d'être dans la liste. Ouais, j'ai l'impression pour plusieurs sports d'équipe ou en tout cas des sports individuels qui ont aussi une discipline en équipe. Effectivement, il y a à la fois la partie le duo ou le quatuor qui va importer, et aussi les performances individuelles, et la direction technique, la fédération peut avoir un droit de regard sur la sélection qui va être portée aux Jeux Olympiques. Effectivement, c'était pas en kayak, il me semble que c'était en aviron. À peu de choses près, c'était ça. Et en plus, il me semble, tu confirmeras, Léa, mais là, ça fait quand même, quand on regarde ton palmarès, on voit que vous avez une super
Il y a toute une génération assez exceptionnelle. Comment est un peu l'ambiance entre les différentes athlètes? J'imagine, il n'y a pas la compétition est saine ou comment est-ce que vous vous entendez les unes par rapport aux autres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a une bonne ambiance. Il y a souvent une bonne ambiance. Après, forcément, des fois, ça peut être compliqué parce que il faut pas oublier que on fait un sport individuel. Donc, au départ, on a quand même l'esprit pour faire un sport individuel qui est totalement différent. Oui, je pense quand même qui est assez différent que des sports d'équipe, de l'esprit qu'on peut avoir en sport d'équipe. Et donc, on est concurrente toute l'année, en fait. On est adversaire toute l'année et on se retrouve une ou deux fois dans l'année à être coéquipière. Donc, il y a un petit switch à faire dans la tête qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, la plupart du temps, ça se passe très bien et c'est aussi pour ça qu'on a de bons résultats. Mais je dirais pas que c'est contre nature, mais il y a quand même voilà ce petit travail à faire et ce petit changement de mentalité à opérer pour que ça se passe bien. D'accord, ok, ouais. Donc j'imagine que ouais, il y a un petit passage et une adaptation. Et par rapport effectivement à la qualification aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de spécialement si vous êtes qualifié en équipe, vous êtes obligatoirement qualifié en individuel. Ah c'est non, ça? pas du tout. Non. C'est souvent arrivé qu'il y ait que le relais qualifié et aucune individuelle. C'est ce qu'on nous reproche entre guillemets justement dans cette génération dont tu parlais. Souvent les journalistes nous disent c'est assez fou parce que ces filles elles sont pas dans le top niveau mondial en individuel, elles ont un peu du mal à exister, ce qui est plus ou moins vrai, hein, suivant les coureuses. Mais quand on est en équipe, on arrive toujours à se transcender et à faire des choses très bonnes. Mais voilà, on n'est pas forcément qualifié pour l'individuel, même assez peu souvent finalement. Alors une question justement, parce que l'objectif de ce podcast c'est quand même de parler du financement de la carrière des sportifs de haut niveau. Vu que tu parles de participer en équipe, donc au relais, aussi bien en individuel mais aussi en relais, est-ce que du coup vous allez chercher des sponsors uniquement en individuel ou vous allez aussi chercher des partenaires qui vont participer à l'équipe? Alors non, ça c'est trop compliqué. Les partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent l'équipe, ça peut être que la fédération ou le sponsor de la fédération. Mais sinon, chacune des athlètes a ses obligations, a ses propres partenaires, a ses propres sponsors, et ce serait pas possible. Donc c'est pour le coup. Pour la recherche des partenaires, c'est chacune de notre côté. Mais alors, comment est-ce que vous gérez, justement, si vous vous retrouvez avec cette équipe, avec une qui serait sponsorisée par un grand équipementier de sportif, et puis l'autre qui est sponsorisé par un autre équipementier du coup. Alors, effectivement, quand vous vous retrouvez pour la compétition, vous avez tous le maillot à l'effigie du pays, en l'occurrence de la France. Mais si vous êtes sponsorisé par plusieurs équipementiers différents, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? C'est ce qui arrive tout le temps, hein. On est tous tout à peu près il y en a chacune avec un équipementier différent. Donc, quand on est sous les couleurs de l'équipe de France, on porte l'équipement de l'équipe de France et l'équipementier de l'équipe de France. Ensuite, par exemple, pour les pointes, les chaussures avec lesquelles on court, on a celles de notre équipementier. Donc, c'est là qu'on peut mettre en valeur notre équipementier. Il y a des petites astuces, mais quand on voit des athlètes champions du monde posés avec leurs pointes autour du cou, par exemple, qu'ils accrochent avec les lacets autour du cou, c'est pas juste comme ça, c'est bien vu avec l'équipementier pour afficher l'équipementier. Voilà, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on peut les représenter, et ce qui est normal aussi parce que c'est eux qui nous soutiennent financièrement toute l'année. Comment est né ton besoin de financement, et donc comment est-ce qu'a commencé ta carrière sportive professionnelle, et oui, comment est-ce que tu as été à la recherche de ton premier partenaire? Alors, j'ai du mal à me souvenir de quand j'ai été à la recherche de mon premier partenaire. Et donc moi, je faisais mon sport et je m'occupais de mes études. C'était mon job, en fait. Et mes parents assuraient financièrement autour, si je puis dire. Mais ça va jusqu'à 22, 23, 24, 25 ans. Et puis, ça commence un peu ensuite à être pesant. Quand on voit aussi
ses amis de sa génération devenir indépendantes financièrement. On commence aussi à en avoir un peu marre de dépendre toujours des parents et puis même pour eux. Moi, je voulais aussi les libérer un peu de tout ça, donc je me suis dit qu'il fallait que je commence à essayer de me financer par moi-même. C'est aussi à cette même période, par exemple, qu'on a fait championne d'Europe en salle. Donc, c'était aussi le bon moment pour essayer de commencer à trouver des sponsors. Je pense que c'était à cette période. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer, à essayer de cibler d'abord des entreprises qui pouvaient potentiellement être intéressées, puis à rédiger des mails, les envoyer, etc. À entrer un peu dans la prospection. Alors, il y a pas mal de sportifs, en tout cas français, qui arrivent à obtenir des jobs avec soit des grandes entreprises, soit les administrations françaises. Je pense à EDF, Engie, l'armée ou autres. Enfin, est-ce que ça t'était venu à l'idée, ou éventuellement est-ce qu'on te l'a proposé, ou pour les mêmes raisons que tu as évoquées, c'est quelque chose que tu as balayé tout de suite? Alors, ça, c'est vrai que c'est assez important d'en parler et je voulais l'aborder. En prospectant, moi, j'étais tombée sur une de ces entreprises qui sont censées accueillir des sportifs de haut niveau. Donc, le but, c'est de signer des contrats d'image et de les dégager à 100%. Donc, ils viennent dans l'entreprise une fois de temps en temps, voir les collaborateurs, etc., afficher le partenariat, si je puis dire, mais ils ne travaillent quasiment jamais dans l'entreprise ou assez rarement, que quelques jours dans l'année. Et donc, le patron, le chef d'entreprise, était très intéressé par mon projet. Mais il m'a dit il faut voir avec la fédération parce que c'est elle qui fixe les modalités d'accès à ce type de contrat. Et c'est la problématique que je rencontre tout le temps. Moi, je suis sportive de haut niveau, j'étais pas assez à haut niveau pour pouvoir accéder à ce type de contrat qui est réservé aux potentiels médaillables olympiques. Donc le problème, c'est que les potentiels médaillables olympiques, il y en a assez peu et souvent c'est des gens qui ont déjà de très gros partenaires financiers en termes de sponsoring, etc. Donc c'est pas forcément, enfin je comprends tout à fait, mais c'est pas forcément ceux qui ont le plus besoin. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que moi je suis souvent entre deux eaux, si je puis dire, et soit je suis trop forte pour une petite structure qui me dit oui mais nous on soutient que des actions locales, etc. C'est de l'international, ça nous intéresse pas, ou pas assez forte quand on me dit oui mais ça c'est des postes qui sont réservé au potentiel médaillable, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué de se positionner à ce niveau-là. Bon, ça nous avance pas sur le schmilblick de comment est-ce qu'on peut aider les sportifs à financer leur carrière finalement, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que les dispositifs vraiment spécifiques sont souvent pour ceux qui ont déjà un track record et donc déjà un beau palmarès et potentiellement déjà de gros partenaires. Tout à fait, ouais. Après, c'est bien qu'il soit soutenu, mais c'est vrai qu'il y a la couche du dessous qui a beaucoup plus de mal pour le coup à trouver des partenaires et c'est pourtant on va aux Jeux Olympiques, on fait quand même de bons résultats, mais malheureusement on est beaucoup moins soutenu. Bon. Ouais, je vois aussi qu'il y a une difficulté des marques à se projeter avec des sportifs, alors que justement une marque aurait tout intérêt à effectivement créer une histoire, créer une relation un petit peu particulière. Et effectivement même ça peut créer de la cohésion au niveau des employés, de se dire voilà on soutient quelqu'un, on sait qui est-ce qu'on va suivre et de mettre quelques dizaines, quelques centaines d'employés un petit peu derrière une athlète comme toi. Mais c'est vrai que le fait de créer cette histoire-là, effectivement c'est difficilement ton job toi en tant que sportive, et les marques ont souvent du mal à le faire parce que en termes de stratégie de communication, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est très processé, il y a beaucoup de prises de décision et du coup c'est pas évident de changer un petit peu la trajectoire qui a été donnée et l'histoire que la marque a envie d'écrire, quoi. Donc moi je le vois aussi, et du coup je rebondis sur une autre question. Je regardais un petit peu tes réseaux sociaux et j'avais vu que tu avais travaillé avec deux trois partenaires.
Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup ou quelque chose est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? En avant, tu veux dire quand je démarche des entreprises? Ouais, est-ce que tu en discutes avec eux? Est-ce que ça rentre un petit peu dans la stratégie de coopération et de partenariat? Alors oui, tout à fait. C'est quand même assez important pour les entreprises, tout ce qui est réseaux sociaux. Et ça fait partie des choses